Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue il y a quelques jours par mail de quelqu'un qui me demande si la vision sans tête c'est la même chose que le Dzogchen. Et en particulier, il pose la question, est-ce que l'introduction à la nature de l'esprit dans le Dzogchen c'est la même chose que la vision sans tête? Alors cette question tombe à pic parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet. J'ai d'ailleurs récemment animé un atelier dans un centre associé au Dzogchen à Lyon autour de cette question de la vision sans tête et du Dzogchen. Donc, je vais m'expliquer. Alors, en fait, c'est très proche. D'abord, donc la vision sans tête, c'est une voie d'éveil à soi-même, initiée par le philosophe anglais Douglas Harding, qui est né en 1909, mort en 2007. J'ai fait sur ma chaîne de nombreuses vidéos sur cet enseignement. Voilà. Et le Dzogchen, on pourrait dire c'est une voie aussi spirituelle, une voie du bouddhisme tibétain. Le Dzogchen, ça veut dire la grande perfection. Et le Dzogchen est considéré comme le yoga supérieur, l'Ati Yoga, comme le chemin le plus secret, le plus profond des enseignements du bouddhisme tibétain, voire du bouddhisme. En tout cas, c'est le point de vue de certains Tibétains, c'est sans doute pas le point de vue des bouddhistes birmans ou vietnamiens du Theravada. Enfin, pour le bouddhisme tibétain, pour certaines écoles du bouddhisme tibétain, le Dzogchen, c'est l'Ati Yoga, le yoga supérieur. Donc, je vais comparer ces deux voies, la vision sans tête et le Dzogchen. Alors, je dis d'abord que je ne suis pas un spécialiste du Dzogchen, je ne suis pas un savant ou un maître du Dzogchen. Je vais donc en parler ici avec de l'humilité, beaucoup d'humilité, d'autant que j'ai un très grand respect pour ces immenses maîtres de ces traditions. Donc, je ne suis pas un spécialiste, absolument, mais j'en parle quand même avec une certaine légitimité, je dirais, parce que en tant qu'éditeur, je dois être sans doute un des éditeurs sur la place de Paris qui a édité le plus de livres sur le Dzogchen, alors, sauf peut-être des éditions bouddhistes comme Padmakara. Mais j'ai édité des livres sur le bouddhisme Dzogchen en grande quantité, de Nakam Norbu, de Nuden Dorje, de Ganten Rinpoche, de Longshengpa. J'ai édité des livres sur le Dzogchen, écrits par des gens qui l'enseignaient. Donc, évidemment, tous ces livres que j'ai édités, je les ai lus, j'ai lu les manuscrits, j'ai lu les textes, etc. Et puis, j'ai suivi des enseignements de maître Dzogchen. J'ai rencontré à plusieurs reprises Sogyal Rinpoche. Il se trouve que j'habitais rue Burke, en face de l'endroit où il donnait des méditations. J'ai assisté à pas mal de méditations de Sogyal Rinpoche. J'ai rencontré Naikam Norbu Rinpoche. J'ai suivi des séminaires avec des disciples de Naikam Norbu Rinpoche. J'ai suivi des séminaires avec Ganten Rinpoche, Tangzen Nangyen Rinpoche. Voilà, donc j'ai une certaine connaissance théorique, disons, du Dzogchen, et aussi une connaissance pratique. Alors, mais pour comparer la vision sans tête et le Dzogchen, je dois d'abord dire que quand Douglas a développé la vision sans tête, donc cette voie que je trouve merveilleuse, moi, d'éveil à soi-même, lui-même ne connaissait pas le Dzogchen. Il connaissait bien le bouddhisme, surtout le bouddhisme zen, le bouddhisme Chan, donc le bouddhisme Chan chinois, le bouddhisme zen japonais. Il connaissait ça très bien. Il avait une magnifique bibliothèque. Il connaissait aussi le bouddhisme ancien, le bouddhisme des textes, enfin des suttas, quoi, des suttas pali. Mais il ne connaissait pas le Dzogchen. D'abord parce qu'il y avait très peu de textes traduits dans ces années 60, 70, 80. Et je me souviens que j'étais chez lui en Angleterre quand il m'a montré un texte de Padmasambhava qu'il venait de découvrir. Donc, il a donc découvert le Dzogchen au début des années 90. Et ce texte donc de Padmasambhava était très étonnant pour lui et pour moi aussi qui le découvrait parce qu'on avait vraiment l'impression que Padmasambhava parlait de ce qu'on faisait nous-mêmes dans les ateliers de vision sans tête. Donc le texte en fait qu'il avait lu s'appelle en français « La libération par la vision nue de la nature de l'esprit » par Padmasambhava, donc qui est un maître du 7e siècle, un tibétain du 7e siècle si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que dans son texte, on retrouve la description de l'expérience de la vision sans tête, en fait. Hein. Notamment
quand il parle de, voilà, sois assuré, donc c'est pas de Massambhava, là, sois assuré que la nature de l'esprit est vacuité sans appui. Ton esprit est aussi dépourvu de substance que l'espace vide. Que cela te plaise ou non, regarde ton propre esprit. Sans t'en tenir au concept d'une vacuité nihiliste, sois assuré que la sagesse a toujours été claire, lumineuse, spontanée, résidant en elle-même. Que cela te plaise ou non, regarde ton propre esprit. Voilà, donc c'est un exemple, mais c'est frappant parce que c'est ce qu'on fait dans les ateliers de vision sans tête. On invite les gens à regarder leur propre esprit et à découvrir cette vacuité. Alors, mais ce n'est pas sur Padmasambhava que je vais m'appuyer pour montrer le rapprochement entre la vision sans tête et de Dzogchen. Je vais m'appuyer sur un texte beaucoup plus ancien que Padmasambhava, puisque c'est un texte de Garab Dorje. Garab Dorje est une figure un peu légendaire du bouddhisme tibétain, puisque on dit que c'est le premier maître humain du bouddhisme Dzogchen. Alors les dates de naissance et de mort, c'est, d'après ce que j'ai vu là récemment, c'est autour de 55 après Jésus-Christ et 120 après Jésus-Christ, donc premier siècle, deuxième siècle. Et lui-même n'a pas eu de maître humain. Il aurait reçu son enseignement du Bouddha primordial, en tout cas, et l'aurait transmis à son disciple. Et justement, ce qu'il a transmis à son disciple, Manjushri Mitra, c'est un petit texte qui contient 3 phrases. Et c'est à partir de ces 3 phrases que je vais comparer le Dzogchen et la vision sans tête. Alors ce texte de Garab Dorje, donc qu'il aurait transmis à son disciple, est un texte très important, qui pourtant ne contient que 3 phrases et qui a été commenté par de très grands maîtres, et notamment des maîtres du 19e et du 20e siècle, comme Patrul Rinpoche, Tujom Rinpoche, ou même Digo Khyentse Rinpoche, qui était le maître de Mathieu Ricard. Donc c'est un texte très important. Il s'appelle en tibétain, alors je ne parle pas tibétain, donc excusez ma prononciation, mais le Tsik Tsum Nedek. Tsik Tsum Nedek, donc qu'on traduit par frapper l'essence en 3 points. Frapper l'essence en 3 points, puisqu'il y a 3 phrases. Donc ces 3 phrases décrivent la voie du Dzogchen en 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Donc l'étape 1, on est introduit directement à la nature de l'esprit. Étape 2, on décide de manière définitive sur cet état unique. Étape 3, on continue directement avec confiance vers la libération. Donc, 3 étapes. Première étape, on est introduit à la nature de l'esprit, donc on découvre ce qu'on est vraiment, on découvre ce que dans le bouddhisme Dzogchen on appelle Rigpa, qu'on pourrait traduire par la présence éveillée. Donc étape 1. Étape 2, on continue avec certitude dans cet état, c'est-à-dire qu'on continue de pratiquer dans le quotidien à partir de Rigpa. La pratique consiste à vivre à partir de Rigpa, on intègre le quotidien dans Rigpa, deuxième étape. Et troisième étape, on fait confiance au pouvoir de libération de Rigpa. On fait confiance au pouvoir de libération de notre vraie nature. Donc voilà ces 3 étapes du Tsik Tsum Nedek. Alors, et on les retrouve chez Douglas Harding. Texto, voici ce que dit Douglas. Je suggère qu'il y a ou devrait y avoir 3 étapes. Donc là, je vous mets les textes pour que vous puissiez lire. La première, c'est voir qui nous sommes, sans le moindre doute. La deuxième, c'est continuer à le voir jusqu'à ce que cela devienne notre façon de vivre, jusqu'à ce que nous le fassions naturellement. Et en même temps, tout au long des 2 premières étapes, se développe la confiance en qui nous sommes vraiment. Et cela signifie que lorsque je dois agir, je ne le fais pas à partir des ressources de ce petit dans le miroir, mais à partir de celles du je suis, de ce qu'au-dessus du miroir. Donc, laissons tomber pour l'instant l'histoire du miroir, mais voyez que Douglas dit ici, il y a 3 étapes. Première étape, voir qui nous sommes, c'est découvrir notre vraie nature. Deuxième étape, continuer à voir cette étape jusqu'à ce que ça devienne notre manière naturelle de vivre. Et troisièmement, vivre avec confiance à partir de qui nous sommes vraiment et donc laisser cette vraie nature nous libérer. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que les 3 phrases de Garab Dorje ont leur équivalent presque mot pour mot dans le texte de Douglas Harding. Et je peux vous affirmer que Douglas Harding ne connaissait pas le Dzogchen. Mais en fait, c'est pas si incroyable que ça parce que
le Dzogchen et la vision sans tête sont deux voies directes, et la voie directe ne peut fonctionner que comme ça. La voie directe, c'est découvrir d'abord l'éveil, c'est s'éveiller. Le chemin commence là, en fait. Que ce soit dans le Dzogchen, la vision sans tête, on ne peut que commencer par là. C'est pareil pour l'école du Shivaïs du Cachemire, la Pratyabhijna, la reconnaissance, où là aussi, on commence par découvrir ce que dans cette école, on appelle la nature de Shiva, ou Bhairava, ou la conscience. Bon. Donc, c'est toujours, dans les voies directes, voilà, c'est toujours pareil. On commence par découvrir qui nous sommes, on s'éveille. Et ensuite, il est normal aussi que la deuxième étape soit de continuer à pratiquer dans le quotidien. C'est normal que dans la deuxième étape, on continue de vivre à partir de qui on est vraiment. Alors Douglas dit, donc la première chose à faire, c'est voir qui vous êtes. Maintenant, il parle de la première étape. Hein. La première chose à faire, c'est voir qui vous êtes. Il est certain que voir est essentiel, crucial, la seule chose nécessaire, simplement voir ma nature intemporelle, neutre, vide ici au centre de moi-même. D'ailleurs, on trouverait même des points communs, presque des équivalences entre la description de la nature de l'esprit dans le Dzogchen et dans la vision sans tête. Donc ça, c'est la première étape. Et si je regarde le commentaire de la première étape chez Patul Rinpoche, par exemple, eh bien, là aussi, le premier point vital est présentation directe du visage de Rigpa lui-même. Alors en plus, ils appellent ça le visage de Rigpa. Ils utilisent le mot visage, qui est un mot central aussi dans la vision sans tête, puisque le visage que nous voyons dans le miroir est ce à quoi nous nous identifions. Et donc, voir notre visage originel, comme dans le bouddhisme zen d'ailleurs, voir notre visage originel ou voir le visage de Rigpa, ce sont des expressions qu'on peut tout à fait utiliser dans la vision sans tête. On parle de ce visage vaste. En fait, ce visage vaste, ce visage originel, c'est ce à partir de quoi vous regardez, c'est cet immense espace. Voilà. Alors là, dans Patul Rinpoche, lui, comme moyen de voir cette vraie nature, il utilise un son, hein, le son PET, je crois qu'on prononce comme ça, un son puissant. Hein. Il lançait soudain un son PET qui fait voler l'esprit en éclats, fulgurant, puissant et soudain, stupéfiant. Il n'y a rien, frappé d'émerveillement, foudroyé d'émerveillement, pourtant tout est d'une clarté transparente. Alors donc là, il utilise un son puissant. Alors dans la vision sans tête, on utilise aussi des sons, tout à fait, on utilise les yeux fermés, on utilise des sons pour pointer vers notre vraie nature, mais on utilise plutôt la vue. Là en ce moment, par exemple, si vous regardez cet écran, en même temps, vous pouvez voir l'espace transparent à partir duquel vous voyez cet écran en ce moment. Oui. Voilà, le premier point vital, c'est la présentation directe du visage de Rigpa. Donc c'est aussi ce qu'on fait dans la vision sans tête. Je regarde si le micro est toujours en train de fonctionner. Alors, dans la deuxième étape, Douglas dit, voilà, la première chose à faire, c'est voir qui vous êtes, ce que vous venez tous de faire. Il parle donc dans un atelier, là. Félicitations. La seconde étape, c'est continuer à le faire jusqu'à ce que cela devienne naturel. Voilà. Il dit, ici commence l'étape vraiment astreignante, parce que c'est la pratique. Il faut continuer à voir son absence de visage tout le temps et partout, jusqu'à ce que la vision devienne naturelle et ininterrompue. Voilà. Je dois, dit-il, actualiser la découverte que je suis absolument parfait tel que je suis, sans cesse et inlassablement, jusqu'à ce que toute trace d'artifice et d'effort, toute sensation d'accomplissement ait disparu, jusqu'à ce que ce soit devenu dans la vie quotidienne ce que cela a toujours été en fait notre état naturel. Donc la deuxième étape, c'est pratiquer, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, la deuxième étape, c'est pratiquer la vision de notre vraie nature jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et on retrouve tout à fait cette deuxième étape dans les commentaires, hein, par exemple de Patul Rinpoche, puisque lui, il nous dit là qu'on doit continuer de voir notre vraie nature tout le temps. Alors, dans le mouvement ou la tranquillité, dans la colère ou l'attachement, dans le bonheur ou dans la peine, en tout temps et en toute situation, reconnaissez le Dharmakaya reconnu auparavant. Voilà. Le Dharmakaya, donc, c'est le corps absolu, c'est une façon de désigner aussi, c'est un autre nom pour notre vraie nature. Voilà. Demeurer, alors nulle différence entre méditation et après méditation, nulle division entre session et pause, demeurez toujours dans cet état indivisible. Voilà. Donc Douglas aussi indiquait bien qu'il n'y a pas
Ce n'est pas une pratique de méditation formelle. La méditation donc la méditation consiste à voir sa vraie nature et ça se fait tout le temps. Que vous soyez assis ou debout, immobile ou en mouvement, que vous soyez dans la ville ou à la campagne, que vous soyez en train de parler ou que vous soyez seul, peu importe. Quoi que vous fassiez, vous pouvez voir votre vraie nature, prendre conscience de l'espace qui accueille tout ça, qui accueille votre corps, le monde, les sons, les sensations, les pensées, etc. Alors la différence peut-être, c'est qu'à un moment donné, Patrul Rinpoche, pour être honnête, Patrul Rinpoche dit mais jusqu'à ce que la stabilité soit atteinte, il est vital de méditer loin de toute distraction et activité, pratiquant en session de méditation formelle. Donc Patrul Rinpoche recommande des méditations formelles. Ça n'était pas le cas de Douglas Harding. Je n'ai jamais vu Douglas assis sur un coussin de méditation en train de méditer. Au contraire, il nous invitait à vivre cette vacuité de manière complètement informelle. Voilà. Et c'est ça, moi je trouve ça très fort, si vous voulez, qu'on puisse voir sa vraie nature dans toutes les circonstances. Il n'y a pas, du coup, il n'y a pas des moments où on médite et des moments où on ne médite pas. Hein, la conscience est toujours en état de méditation. Parce que le problème de la méditation formelle, c'est qu'on peut avoir... Enfin, on peut le faire, mais voilà. C'est que quand même... Moi, j'ai beaucoup pratiqué le zazen à un moment donné de ma vie. C'est que quand on pratique la méditation, on peut avoir l'impression que c'est un moi qui fait quelque chose, un moi qui médite, un moi qui agit. Alors que là, quand on pratique à partir de l'éveil, il n'y a personne qui médite. C'est juste la conscience qui est dans cet état d'ouverture et de luminosité tout le temps et partout. Voilà. Et puis donc le troisième point, le troisième point chez Douglas, donc c'est la confiance. La confiance, et il dit, voilà, revenez sans cesse à qui vous êtes vraiment, laissez grandir votre confiance en cela. Je dois faire confiance à ma nature la plus profonde qui est absence de nature. C'est un paradoxe parce qu'on fait confiance à ce qui n'est pas une chose. On peut parler de notre vraie nature, mais en fait, ce n'est pas une nature, c'est une façon de parler. Et donc, chez Patrul Rinpoche, il s'agit de faire confiance aussi à Rigpa, à notre vraie nature, puisqu'il dit quelle joie, même si tout s'élève comme auparavant, la différence réside dans le mode de libération, voilà la clé. Le troisième point vital est confiance directe dans la libération des pensées qui s'élèvent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la vision sans tête. Quand on vit à partir de la vraie nature, eh bien, les pensées s'auto-libèrent dans la vacuité, les émotions s'auto-libèrent dans la vacuité, spontanément. S'il n'y a pas d'effort à faire pour libérer les pensées, c'est en revenant à sa vraie nature, c'est en revenant à ce visage de Rigpa, ou à cet espace conscient que cela s'auto-libère. Bon voilà, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Il y a d'autres points communs, même dans le vocabulaire utilisé. Ça m'avait frappé quand j'avais édité, tiens j'ai oublié que je ne vous ai pas dit que j'avais édité aussi un livre de Tulku Orien Rinpoche, Les instructions du cœur, qui est merveilleux, où là, Tulku Orien Rinpoche utilise même l'expression qu'utilisait constamment Douglas de capacité. Nous sommes une capacité éveillée pour recevoir le monde. Voilà, donc ça ce sont les points communs, c'est très proche. Pas étonnant, parce que c'est deux voies directes. Je crois, après avoir donc bien fréquenté maintenant les textes de Dzogchen, je peux dire que d'une certaine façon, Douglas Harding était un grand maître de Dzogchen. Car le Dzogchen n'est pas, en fait, on l'associe au bouddhisme, mais le Dzogchen n'est pas bouddhiste, il n'est pas tibétain. Le Dzogchen, c'est l'accès à la vraie nature de notre esprit. Et donc, c'est notre héritage de nature. Tout homme qui accède directement à la vraie nature de son esprit, d'une certaine façon, est un pratiquant du Dzogchen. À noter aussi que parfois, dans certaines écoles Dzogchen, on rajoute des préliminaires d'abord, avant ces 3 points. On rajoute des préliminaires. Mais dans les 3 phrases de Garab Dorje, il y a juste 3 phrases, il n'y a pas de préliminaire. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Naikam Dorbu, puisqu'on lui reprochait aussi, certains bouddhistes tibétains reprochaient à Naikam Dorbu de donner directement l'introduction à la nature d'esprit. Et il disait ceci, ce n'est pas de ma faute, car je suis, du verbe suivre, à la lettre l'enseignement Dzogchen enseigné par Garab Dorje. Si le Gundro, c'est-à-dire les préliminaires, était indispensable, alors pourquoi n'y a-t-il pas 4 déclarations de Garab Dorje au lieu de 3 ?
Peut-être que la première déclaration devrait être Gundro, je ne sais pas comment ça se prononce, mais le préliminaire. Mais Garab Dorje n'a pas présenté de cette façon. Donc l'introduction directe implique de savoir ce qu'est le Dzogchen. Voilà. Le Dzogchen n'est pas un livre, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion. Le Dzogchen, c'est notre vraie nature. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase de Menkam Dampu. Donc il n'y a pas de préliminaire, on plonge directement dans la nature de l'esprit. Et ça, ce n'est pas relié en réalité à une tradition particulière. C'est l'accès à notre vraie nature, directement. Oui. Alors après, il y a des différences quand même entre évidemment la vision sans tête et le Dzogchen. C'est que le Dzogchen, c'est comme une tradition tibétaine, donc avec des maîtres, des relations aux maîtres qui sont très particulières. C'est un peu comme une église en fait. Et dans la vision sans tête, il n'y a pas du tout cette dimension hiérarchique. Il y a une relation horizontale. Il n'y a pas de maître, il y a des amis, pas de maître. Donc c'est complètement démocratique. Ce n'est pas une relation verticale, si vous voulez, d'un maître à un disciple. C'est des relations horizontales d'amis à amis. Et ça, c'est très fort. Donc c'est peut-être la vision sans tête et peut-être finalement la manière dont cette source se partage aujourd'hui dans le monde contemporain. La manière dont l'outil que la source a trouvé pour permettre de revenir à notre vraie nature. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Je me demande si je ne vais pas écrire un livre là-dessus parce que c'est très riche. Mais voilà, j'espère avoir éclairé la personne qui m'a posé la question. Voilà, merci beaucoup.